à tous et à toutes, vous êtes sur Echo, le MAG, votre rendez-vous quotidien avec l'économie internationale sur i24 News. Au sommaire de cette édition, focus sur ce rassemblement sans précédent. Des dizaines de milliers de réfugiés africains ont défilé dans les rues de Tel Aviv depuis 2 jours. Combien sont-ils et quel est leur rôle dans l'économie israélienne? C'est ce dont nous parlerons avec notre invité Oscar Olivier, porte-parole du Centre de développement pour réfugiés africains. En deuxième partie d'émission, nous nous rendrons en Lettonie, tout nouveau membre de la zone euro après des années de candidature. Mais contrairement aux dirigeants, l'opinion publique semble être moins enthousiaste face à ce changement de monnaie. Mais tout d'abord, on fait le point sur les gros titres de l'actualité économique et financière, à commencer par la bourse de Tokyo qui débute l'année en chute libre puisque son indice Nikkei enregistre une baisse de 2,35% pour sa première séance financière de 2014. En cause, le repli du dollar face au yen. À noter également le lancement d'un nouvel indice, le JPK Nikkei 400, qui rassemble quelques 400 sociétés dont les actions ont été particulièrement bénéfiques. Pour sa première journée, le nouvel indice a également fini avec un recul de 0,8%. Aux États-Unis, Barack Obama appelle le Congrès à prolonger la durée des allocations chômage. Les chômeurs américains bénéficient généralement de 26 semaines de prestations payées par l'État, mais plus d'1 million d'entre eux ont perdu leur allocation chômage après que le Congrès a refusé d'approuver le renouvellement de cette prestation pour les fêtes de fin d'année. Au cours de son allocution hebdomadaire à la Maison-Blanche, Barack Obama a rappelé qu'en refusant d'agir, le Congrès porterait préjudice aux familles en difficulté et à l'économie américaine. On l'écoute. Si les gens ne peuvent pas payer leurs factures ou acheter les produits de base comme la nourriture et les vêtements, les entreprises locales ont moins de succès et recrutent moins d'employés. C'est pourquoi le bureau budgétaire du Congrès américain a affirmé que tant que le Congrès ne restaure pas la situation, nous ressentirons cette année un frein à notre croissance économique. Et après que nos entreprises aient créé plus de 2 millions de nouveaux emplois l'an dernier, nous n'avons pas besoin de nous infliger une nouvelle carence. Alors quand le Congrès reviendra au travail cette semaine, leur première tâche devrait être de rétablir ce droit. Et c'est officiel, la première banque américaine JP Morgan va verser 2 milliards de dollars au gouvernement américain pour éviter toute poursuite à son encontre. La banque est mise en cause dans l'affaire Madoff pour avoir fermé les yeux sur des preuves qui auraient permis de démasquer Bernard Madoff plus rapidement, un des plus grands escrocs financiers de l'histoire. Ce montant sera reversé en grande partie aux victimes de Madoff et c'est une somme qui s'ajoute aux 20 milliards de dollars que la banque doit déjà verser comme pénalité pour diverses affaires judiciaires en cours. Et puis cette nouvelle surprenante, les premiers acheteurs de gaz naturel israéliens sont des Palestiniens. Un contrat de 800 millions d'euros vient d'être signé entre une compagnie d'électricité palestinienne et le groupe israélien Léviathan qui devrait commencer à produire en 2016. Pour la société palestinienne, il s'agit de construire à long terme une centrale de 300 millions de dollars dans la ville de Jenin en Cisjordanie pour produire de l'électricité à partir du gaz produit. Focus à présent sur ces réfugiés africains en Israël. Hier, des dizaines de demandeurs d'asile manifestaient en plein centre de Tel Aviv. Aujourd'hui, ils ont défilé depuis le sud de la ville jusqu'au port des ambassades de plusieurs pays. Ils demandent de l'aide face au refus du gouvernement israélien de reconnaître leur statut et de leur accorder un asile. Reportage de la rédaction. C'est un rassemblement sans précédent de plus de 20 000 personnes. Tous ont répondu à l'appel de la communauté des réfugiés d'Israël, bien aidés par des bénévoles locaux. Leur demande est simple, ne plus être emprisonnés dès leur arrivée sur le territoire israélien, mais aussi être reconnus comme de réels réfugiés. Je suis ici parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans mon pays, comme la dictature. Ici, nous sommes des réfugiés, même si nous ne sommes pas acceptés en tant que tels. Nous ne sommes pas traités comme des êtres humains, on nous traite comme des animaux. La raison de cette manifestation, des changements politiques. Le mois dernier, la Knesset a adopté un amendement qui permet à l'État d'emprisonner les nouveaux immigrants pour 1 année. Les réfugiés demandent la suppression de cette loi, mais aussi le changement de la perception du public à leur égard. Ils pensent, ils viennent pour travailler, mais notre message n'est pas celui-là. Nous ferons grève jusqu'à ce que le gouvernement nous écoute et entende notre voix, qu'il change la loi et annule cette histoire de prison.
Jusqu'à mercredi, ces réfugiés seront en grève et ne se présenteront donc pas à leur travail respectif. Travail qui consiste bien souvent à nettoyer les chambres des hôtels ou les cuisines des restaurants. Dans ce café de Jaffa, les propriétaires et le personnel soutiennent leurs collègues réfugiés. Et en guise de protestation, le service est assuré dans des assiettes en carton. Nous voulions que nos clients et que les visiteurs qui se trouvent au marché réalisent cela, que les plats dans lesquels ils mangent sont lavés par des réfugiés. Ces gens travaillent avec nous et c'est important qu'ils soient là. Je crois que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe en Israël. Avec nulle part où aller, ni de maison dans laquelle retourner, ils sont des milliers de réfugiés à être bloqués en Israël et demandent juste à l'État juif de ne pas oublier son passé. Et d'après le gouvernement israélien, 60 000 immigrés illégaux auraient franchi les frontières du pays. Une partie d'entre eux seraient détenus dans le centre de rétention Cholot, dans le sud d'Israël. Fleur Citruc, reporter pour i24 News, nous a rejoint sur ce plateau. Fleur, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré pour nous des propriétaires de bars et de restaurants qui se sont réunis pour soutenir ces réfugiés. Parlez-nous un peu de cette initiative. Tout à fait, le mouvement a été lancé cet après-midi à Tel Aviv. Une quarantaine de propriétaires de bars et de restaurants qui ont lancé une campagne intitulée « Qui est-ce que tu appelles l'immigré ?» en soutien donc à ces travailleurs immigrants et qui sont touchés, qui peuvent être victimes de la loi votée par le Parlement israélien et qui peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement sans procès, on l'a entendu dans ce reportage. Et à côté de ce message humanitaire, eh bien, les restaurateurs ont voulu passer un autre message. Ils ont voulu rappeler le rôle essentiel pour l'économie israélienne de ces travailleurs immigrés d'origine africaine, d'Érythrée, par exemple, ou encore du Soudan. Eh bien, ils jouent un rôle très important, notamment en fait dans l'hôtellerie et la restauration. Ça représente parfois dans certains bars ou restaurants jusqu'à 1/4 des employés, et ce sont des employés en fait très très appréciés. Ils sont payés, ils coûtent en tout cas beaucoup plus cher à leurs employeurs, figurez-vous, que des travailleurs israéliens, parce qu'il y a des taxes imposées par le gouvernement. Donc c'est vraiment un choix de les employer. Mais la propriétaire du Nanouchka, un bar-restaurant branché de Tel Aviv, eh bien, ironisait là-dessus en disant « Nous, nos portes sont ouvertes, venez si vous voulez prendre leur travail, venez les Israéliens, vous pouvez, d'ailleurs les salaires sont intéressants, ça représente jusque un salaire moyen d'un jeune médecin hospitalier, mais eh bien, ça ne se précipite pas au portier. En fait, il y a très peu d'offres, il y a une pénurie d'emplois, d'où l'importance de cette main-d'œuvre immigrée. Et elle ajoutait pourquoi ne pas la prendre, puisque ces hommes sont déjà là, en attendant que le gouvernement statue sur leur dossier, autant leur donner du travail. Et enfin, sachez que cette campagne, elle ne concerne pas seulement les petits bars et les petits restaurants, mais également Israhotel, la première chaîne d'hôtels en Israël. Eh bien, elle s'est déclarée solidaire de cette campagne de soutien. Merci beaucoup, Fleur Citruc. Je vais me tourner à présent vers vous, Oscar Olivier. Vous êtes porte-parole du Centre de développement des réfugiés africains en Israël. Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, ma première question à vous, Oscar, c'est dans quel secteur de l'économie israélienne trouve-t-on la plupart des réfugiés ? Et voilà, sur l'étendue du pays, l'écrasante majorité se trouve dans l'hôtellerie et la restauration. Ces deux-là peuvent aller de 15 000 à voire même 20 000 ou même plus. Et donc, nous pensons qu'ils sont vraiment utiles à la société, ils contribuent à l'économie du pays. Et si, par exemple, si on considérait l'hôtellerie, par exemple, avec 10 000, si chacun d'entre eux s'occupe, par exemple, de 5 chambres, on voit 10 000 personnes, combien de chambres peuvent servir. Nous, on ne vient pas seulement avec des déclarations, on propose une voie de sortie qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui va nous amener un peu plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. Nous proposons que le gouvernement donne un permis de travail temporaire aux demandeurs d'asile avec des conditions. La première condition est que tout celui qui reçoit un permis de travail puisse payer des taxes. Et aussi, tout celui qui mettrait en danger la sécurité de l'État d'Israël perdrait ses permis de travail. Et pourquoi cette voie-là ? Nous pensons que c'est une voie qui est gagnant-gagnant.
parce que l'État d'Israël va avoir de l'argent payé comme taxe par les demandeurs d'asile et les demandeurs d'asile vont travailler avec dignité. Figurez-vous que si 10 000 demandeurs d'asile payaient une somme par exemple arbitraire de 100 shekels, en un mois, l'État d'Israël aura 1 million de shekels. La moitié peut être investie dans des quartiers pauvres de Tel Aviv. Alors justement, Oscar Olivier, j'aimerais vous poser une autre question. Sur 60 000 immigrés clandestins, c'est les chiffres du gouvernement israélien, combien, selon vous, réussissent à trouver un travail, même clandestinement? Et d'abord, pour commencer, ce ne sont pas des immigrés clandestins. Personne ne le sait, ni moi, ni le gouvernement d'Israël. Pourquoi? Parce que leurs demandes d'asile n'ont jamais été examinées, et donc personne ne sait qui ils sont. Et ils trouvent du travail là où ils peuvent, ils se battent, ils doivent manger, ce sont des êtres humains. Et ce n'est pas parce que vous refusez qu'ils puissent travailler qu'ils vont aussi refuser de nourrir leur famille. Il y a un problème là. Alors j'aimerais attirer votre attention sur les propos du ministre de l'Intérieur israélien qui a déclaré aujourd'hui ce ne sont pas les pleurs des restaurateurs qui ont trop de vaisselle dans l'évier qui va dicter la politique intérieure du gouvernement israélien. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Nous pensons qu'un certain nombre de politiciens sont dans une sorte de bulle, ils sont déconnectés et ils ont du mal à sortir de la bulle, ils refusent de voir tout ce que tout le monde voit, donc les pleurs des hommes, des femmes et des enfants, ils refusent de savoir ce que tout le monde sait, que ces gens sont des demandeurs d'asile qui viennent des pays à problème. Mais économiquement, ils sont quand même très importants pour Israël. Ils sont très importants. Et Israël a déjà fait l'expérience. Si M. le ministre veut expulser les Africains et prendre les gens qui viennent d'ailleurs, on a déjà vu que les gens qui viennent d'ailleurs, des fois, ils amènent des couteaux ou des bombes dans des bus et tout, et ça pose problème. Et Israël, si Israël veut retourner à cette expérience, il va goûter au même goût qui Merci beaucoup Oscar Olivier. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Centre de développement des réfugiés africains en Israël. Et on passe à notre deuxième dossier du jour, l'adoption de l'euro comme la devise officielle en Lettonie. Mais le chemin a été long. En 2008, la récession économique a plongé le pays dans un profond déficit budgétaire. Riga devra alors redoubler ses efforts pour relancer sa croissance, réduire son déficit et assainir ses finances publiques avant d'obtenir son siège au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Mais l'opinion publique lettonne reste, elle, profondément divisée sur l'adoption de cette nouvelle monnaie. Un sujet signé Johanna Sitruk. Ils sont désormais un peu plus de 330 millions d'Européens à utiliser une seule et même monnaie, l'euro. Le 1er janvier, la Lettonie est devenue le 18e pays à rejoindre l'Union monétaire. 2014 est vraiment une année historique pour la Lettonie. Nous franchissons une étape importante dans notre développement en devenant le 18e État membre de la zone euro. Le début d'une nouvelle aventure, mais surtout la fin d'une bataille. Le petit État balte de 2 millions d'habitants espérait entrer dans la zone euro dès 2008. C'était sans compter sur l'arrivée de la crise économique. En 2 ans, son PIB chute de près de 25%, la plus grave récession au monde. Mais après plusieurs cures budgétaires, Riga se redresse. Les finances publiques vont mieux et la croissance repart. Plus de 5% en 2011 et 2012, ainsi qu'une prévision aux alentours de 4% pour 2013. La zone euro lui ouvre donc ses portes. Mais selon les derniers sondages, 58% des Lettons se disaient contre l'adoption de la monnaie unique. La plupart redoutent une hausse des prix. Tous les autres pays qui sont passés à l'euro avant nous ont vu leur prix augmenter. C'est probablement ce qui va nous arriver ici aussi. Et ça, c'est une mauvaise chose. Tous les pays, ou presque. L'Estonie, qui est entrée dans la zone euro en 2011, n'a vu ses prix augmenter que de 0,3%. Par ailleurs, cette adhésion devrait faciliter les échanges et renforcer la confiance des investisseurs. Et c'est l'heure de Media Watch. On rejoint tout de suite Johanna Sitruk. Johanna, bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler aujourd'hui d'un millionnaire chinois qui voudrait racheter le New York Times. Oui, il s'agit de Chen Guangbiao, un Chinois donc de 42 ans dont la fortune est estimée à 750 millions de dollars et principalement construite grâce au traitement des déchets et au recyclage. Et il a déclaré récemment vouloir racheter le New York Times,
ou éventuellement, si ce n'est pas possible, la chaîne CNN, le Washington Post ou encore le Wall Street Journal. Le problème, c'est qu'aucun de ces médias américains n'est à vendre. Pourtant, l'homme ne se décourage pas. Il est actuellement à New York et il a bien l'intention de rencontrer les dirigeants du New York Times, même si son offre à $1 milliard est bien inférieure à la valeur actuelle du journal, aujourd'hui estimée à 2,37 milliards $. Et on va continuer encore avec le New York Times et les prédictions d'Isaac Asimov. Oui, c'est un article de Business Insider qui a été repris par Slate le 16 août 1964. Le New York Times demandait à Isaac Asimov, un célèbre écrivain américain connu pour ses livres de science-fiction, d'écrire un papier dans lequel il imaginait le monde en 2014. Et aujourd'hui, 2014 est arrivé et un grand nombre de ses prédictions sont très proches de la réalité. Par exemple, il avait anticipé que les communications allaient être à la fois visuelles et auditives. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a Skype, qu'on a FaceTime et qu'on peut entendre et voir son interlocuteur en même temps. Merci beaucoup, Johanna Citruc. Écho, le MAG touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau point sur toute l'actualité économique internationale.